Les conséquences pour l'Europe, on le voit, sont très mauvaises. Et puis ce revirement, ce basculement asiatique de la Russie ne date pas de février 2022. Il avait commencé bien avant, en 2014 en fait, lorsque les premières sanctions européennes et américaines sont tombées contre la Russie suite à l'annexion de la Crimée. On peut même dire que c'est la Chine qui a sauvé financièrement la Russie en lui faisant des prêts à taux très avantageux et en lui achetant en avance du gaz sur plusieurs années en avance. Et à partir de là, se sont noués des partenariats de plus en plus forts. Et on peut même dire que, moi je pense que la guerre, cette guerre-là avait été anticipée au moins depuis 2014 par les Russes, sinon depuis 2007, c'est-à-dire depuis le discours de Munich, le célèbre discours de Munich de Poutine, où il trace la ligne rouge. L'OTAN n'ira pas en Géorgie et n'ira pas en Ukraine. La Russie se prépare d'une position qui était assez mauvaise, en particulier en termes économiques, à une position où elle peut supporter une guerre longue, ce qui est le cas en Ukraine. Et pour ce faire, elle avait absolument besoin de la Chine, entre autres, pas seulement. Je pense par exemple à l'agriculture. En 2014, l'agriculture russe était dans un assez mauvais état. La production agricole était de 60 millions de tonnes de céréales, avec des problèmes dans les silos à grains, des déficits en production de fruits et légumes, quasiment 80% de la viande qui était importée. 8 ans après, grâce aux sanctions, et je pense que je pèse que c'est grâce aux sanctions, la Russie est souveraine en termes agricoles, exporte 60 millions de tonnes de céréales, exporte, en satisfaisant cette demande, et est autonome en termes d'élevage. Donc en 8 ans, ils sont devenus souverains, donc il a fallu qu'ils se préparent et qu'ils se tournent ailleurs que vers l'Europe, puisque l'Europe avait déjà mis en place des sanctions, bien sûr la Chine, mais aussi l'Amérique latine, l'Afrique. Donc c'est quelque chose qui est en gestation depuis longtemps, mais là, bien évidemment, la Chine a apporté un énorme soutien. Et je pense à la visite qu'a fait Vladimir Poutine à Pékin quelques semaines avant le début de la guerre en Ukraine, où là ont été noués des accords gaziers très importants, la construction de Power of Siberia 2, c'est-à-dire le deuxième gazoduc qui détourne en fait la production de gazière de la Russie qui allait vers l'Europe, vers la Chine. Donc oui, on a une réorientation globale de la Russie vers l'Asie. D'ailleurs, les États-Unis aussi, depuis Obama, font le pivot asiatique. Ce qui fait que les grands perdants dans cette histoire, c'est nous, l'Europe. Et d'ailleurs, je pense que c'est les grands perdants pour l'Occident en général. Kissinger a toujours dit il faut surtout, la chose la plus importante à éviter, c'est d'avoir la Russie et la Chine alliées contre nous. Bon, là, coup de maître, ils ont réussi à mettre la Chine et la Russie alliées. Pourquoi c'est dangereux? Parce que la Chine a une masse de population d'1,4 milliard de personnes, et c'est l'usine du monde. Et la Russie, ce sont les matières premières, plus l'armement de haute technologie, et donc ça fait une combinaison très puissante. Voilà. Et donc nous, on perd, l'Europe a assez peu de ressources, et nous étions, en particulier l'Allemagne, on le sait depuis l'époque Brejnev, alimentée en gaz russe. Toute son industrie repose sur l'énergie du gaz naturel transporté par gazoduc. Et on voit bien les effets aujourd'hui, déjà très concrets, 18 mois après le début de la guerre. Ce sont des milliers d'entreprises en Allemagne qui ferment. Ce sont des entreprises symboliques comme BMW, Mercedes, qui délocalisent aux États-Unis, où l'énergie est moins chère. Et donc oui, c'est une grande perte. Et puis civilisationnellement, c'est une perte. Certains essayent désespérément de découper la Russie de l'Europe, mais je suis désolé, la littérature russe du 19e siècle, la musique classique, le rapport aux sciences est totalement européen. Ce sont les Européens de l'Est, les Européens orthodoxes. Et donc là, il y a un nouveau schisme, je crois, tragique pour la civilisation européenne.
Alors, première question, on y a répondu. Et la deuxième, la Russie, évidemment, il perd. Mais il perd un peu, comparativement. D'abord, on a un tort néocolonial tragique. J'ai eu la chance de vivre dans de nombreux pays, du Maroc à l'Afghanistan, aux États-Unis, en Russie, et beaucoup voyager par ailleurs. Je vois que malheureusement, nos élites, prises au sens large, intellectuelles, politiques, économiques, sont empreintes d'une pensée néocoloniale. L'Afrique, c'est toujours des gens qui sont dans des cases avec des saguets. Les Russes, c'est des ours qui boivent de la vodka et qui, un peu sauvages. Les Chinois, ils ont les ongles longs et... je caricature un tout petit peu, mais il y a de cette pensée-là. Et elle se transcrit dans nos médias depuis des années, alors qu'il suffit de voyager en Russie, juste de se renseigner un peu, d'ouvrir le Kommersant, le journal russe du business, véhicule l'idée que la Russie, c'est une sorte de pays du tiers-monde qui vend des ressources, mais qui est incapable de produire quoi que ce soit. C'est complètement faux. Donc, j'ai parlé de l'agriculture, mais dans d'autres domaines, la Russie a industrialisé, et d'ailleurs se sert des sanctions qu'elle subit aujourd'hui, par exemple, pour mettre en place des usines de microprocesseurs. Alors, ils ne vont pas graver aussi bien que les microprocesseurs de Taïwan, mais on peut être garanti qu'avec les efforts qui vont être faits et le nombre d'ingénieurs, parce que la Russie, c'est comme la Chine et comme l'Inde, produisent énormément d'ingénieurs, contrairement à l'Occident. C'est Emmanuel Todd qui a souligné tout à fait ce phénomène qui est inquiétant pour nous. Je suis sûr que dans 10 ans, ils graveront parfaitement leur puce. Et en attendant, comme ils ont une manne financière quand même colossale, on n'a pas réussi la tactique occidentale qui visait à détruire l'économie russe et à faire un effondrement financier a échoué. Ils vendent très bien leurs hydrocarbures, les prix ont monté, ils ont réorienté la production et ils achètent ceux qu'ils n'ont pas grâce à la mondialisation par des intermédiaires. J'ai des amis à Moscou qui m'ont dit le 22 février a commencé le conflit, il y a eu des problèmes avec des entreprises qui ont fermé. 2 semaines après, il y avait les derniers iPhones à Moscou. Ils avaient pris 30%, parce qu'ils passent par des intermédiaires. Donc, et on le voit, récemment, on a appris que même des armements russes ont des composés européens, y compris américains. Donc, ils arrivent à acheter et petit à petit, ils feront eux-mêmes leur production industrielle. Et puis la Chine est très solide, l'Inde vend également, je dis, à beaucoup d'ingénieurs. Donc je pense que le problème se pose moins pour la Russie. Et dernière chose, au début de la guerre, une ineptie, c'était, on disait la Russie a le PIB de l'Espagne. Nominalement, elle avait plutôt le PIB de l'Allemagne. On peut dire que c'est inférieur, puisque l'Allemagne est plus petite, moins d'habitants que la Grande Russie. Mais ce que l'on oublie, c'est quelle est la structure du PIB. Or, dans une économie mondialisée, où vous avez la production de dollars et d'euros, et vous pouvez avoir la structure de votre PIB basée sur les services financiers, les services, le tourisme, comme c'est le cas en France et en Espagne, où on a moins de 9% de la structure du PIB qui est industrielle, et qu'on est les chefs de la mondialisation, tout semble aller bien. Mais en réalité, quand on rentre dans une situation de guerre ou de conflit économique, eh bien, c'est l'économie dure qui compte. Or, la structure du PIB russe, c'est ressources, hydrocarbures, armement, industrie lourde, agriculture. Tout ce qui permet de tenir et de produire. Donc c'est plutôt l'Europe qui, structurellement, va se trouver dans des situations difficiles à l'avenir. Écoutez, malheureusement, cette Union européenne n'est pas celle du général de Gaulle. Elle n'est pas celle du traité de l'Atlantique. Ça vous semble bizarre comme réponse, mais en 1963, il y a 60 ans, Adenauer, général de Gaulle,
signent le traité d'Atlantique et veulent construire une Europe des nations, une Europe des États-nations. Et comme le demande le général de Gaulle, qu'il n'y ait ni le GATT, c'est-à-dire l'ancêtre de l'OMC, ni les États-Unis, ni l'OTAN. Bon, c'est le Bundestag, le Parlement allemand, qui sur pression américaine rajoutera et le GATT, et les États-Unis, et l'OTAN, et fera de l'Union européenne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que craignait le général de Gaulle? Et si l'Europe n'est pas indépendante, ce sera une vassale des États-Unis. Or, actuellement, géopolitiquement, l'Europe n'est pas indépendante, c'est une vassale totale des États-Unis. Donc c'est du suivisme. Or, il y a un courant aux États-Unis qui est très fort, des néoconservateurs, incarné intellectuellement à une époque par Zbigniew Brzezinski ou par Paul Wolfowitz, qui avait pour objectif, mais qui a encore pour objectif, je pense à Madame Nuland ou M. Kagan, son mari, le démantèlement de la Russie. Un vieil objectif qui remonte à longtemps, déjà à l'affrontement en 1919-1921 contre l'URSS naissante. Il y avait déjà cette idée-là. Et il y a eu une sorte de pari, moi je pense insensé, qui était de mettre la Russie de côté, alors que jusqu'en 2004, Poutine voulait intégrer l'OTAN. Dans les années 90, les Russes ont tout accepté, y compris en perdant énormément de leurs citoyens, ont tout fait pour rejoindre l'Occident, disons. Ça a été mis de côté, refusé. Extension de l'OTAN et une poussée très forte vers cet objectif qui est de tendre la situation jusqu'au moment où se déclenche une guerre en espérant faire effondrer la Russie. Et c'était l'objectif. Tout a été fait. Les Russes ont fait, on ne va pas refaire la liste, mais j'invite les gens à écouter par exemple Mersheimer ou Kennan, Georges Kennan, qui est mort en 2008, mais qui avait déjà largement avant 2008, avait dit qu'il ne faut pas aller par là, s'ils vont continuer, ça va amener à... Pour nos auditeurs, Georges Kennan, le concepteur du containment, de l'alignement pendant les efforts. Donc il y a eu l'épisode georgien en 2008, qui a un peu une sorte de répétition en général. Ces néocons ont compris que s'ils avancent en Ukraine, c'est-à-dire s'ils poussent à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, la Russie interviendra d'une manière ou d'une autre. Et l'idée était, provoquons la Russie pour qu'elle intervienne militairement, et là, économiquement, on va l'écraser. C'était ça l'objectif, qui est un effondrement économique, une révolution interne, de palais ou populaire, et régime change, et puis on verra bien. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'ils se sont beaucoup préparés, encore une fois. D'ailleurs, ils ont acheté énormément de réserves d'or. C'est assez peu connu, mais pendant 10 ans, ce sont les Chinois et les Russes, surtout les Chinois, mais aussi beaucoup les Russes, qui ont accumulé des réserves d'or. Donc on voit bien qu'il y a une préparation pour éviter, pour un matelas, pour éviter que ça ne dégénère en cas de conflit économique. Or, cette stratégie, elle a totalement échoué. Et les Européens ont été entraînés là-dedans. Parce que quand on a Bruno Le Maire, tout le monde s'est moqué de notre pauvre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui disait on va mettre l'économie russe à genoux. Mais Bruno Le Maire, même si on s'est moqué de lui, n'est pas un idiot. Ça ne lui est pas venu à l'esprit tout seul, je passais à la télévision dire on va mettre l'économie russe à genoux. Il y a eu des réunions avec des gens très sérieux, des gens des banques centrales, d'autres ministres de l'Union européenne et des États-Unis, et c'était l'objectif. Et on s'est dit mais regardez la masse que nous représentons en PIB. La Russie, c'est à peine, 5% de notre PIB. Nous sommes des mastodontes. Nous avons SWIFT, nous avons les grandes banques mondiales, on a la Banque mondiale, on a le FMI. On va les écraser. Sans vraiment comprendre les changements qu'il y avait déjà dans le monde et le début de ce monde multipolaire. Et donc, l'Europe, plutôt que de réfléchir, plutôt que de prendre le temps d'analyser, plutôt que de peser ses intérêts et de voir quels étaient les risques d'une telle opération, a suivi de manière moutotesque Washington. Ça n'a pas marché et on se retrouve dans cette guerre longue où l'Europe alimente en armes
l'Ukraine, parce que le contrat avec l'Ukraine, avec Zelensky, c'était tenez 6 mois, pendant ces 6 mois, on va écrouler l'économie russe. Ça ne s'est pas passé. Maintenant, ça fait 18 mois que les Ukrainiens résistent avec énormément de pertes, et on ne voit pas le bout, et surtout, on ne voit pas de pensée stratégique chez les leaders européens. Et on a vu là avec le sommet de Grenade qui s'est tenu hier, encore une fois du suivisme états-unien, et en gros on attend les élections aux États-Unis. On est tellement décapité en termes de pensée stratégique qu'on attend de voir ce qui va se passer à Washington lors des prochaines élections. Bon, alors sur les armes, je ne suis pas spécialiste, donc je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question. Maintenant, on sait qu'il y a des précédents, les précédents des guerres de Balkans, où il y a eu beaucoup d'armes déversées, mais infiniment moins que ce qu'il y a actuellement, ont alimenté les trafics à travers toute l'Europe. Donc il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas, décuplé avec le conflit en Ukraine. Et puis on a le cas de la Syrie. On était bien en peine de suivre les armes que nous avons fournies aux soi-disant rebelles modérés, parce que c'était le terme. Il n'y a toujours pas de commission d'enquête sérieuse au Parlement français pour savoir ce que sont devenues toutes les armes que nous avons transmises. Notamment des Milans. Non seulement des Milans, oui. Quand on parle, oui, alors bon, les Kalachnikov, tout ça, des grenades, c'est déjà embêtant. Mais quand on parle de lance-roquettes de dernière génération, c'est plus ennuyeux quand ça se perd dans la nature. Bon, tout le monde a vu ces quelques images des cartels de la drogue au Mexique qui se baladaient avec des javelines. Bon, mais c'est ennuyeux, ne serait-ce qu'un seul. Si vous avez ça qui tombe dans les mains je sais pas, de djihadistes ou d'extrémistes de quel bord que ce soit, ils peuvent abattre un avion, ils ne peuvent rien faire. Et ça me semble parfaitement probable. Regardez ce que sont devenus les Stinger à l'époque qui ont été livrés aux Moudjahidines contre les Soviétiques. Quand vous déversez des armes, elles finissent quelque part. C'est très rentable, les armes. Et quand on connaît la corruption du gouvernement ukrainien et de l'Ukraine en général, il est bien évident que certains vont en profiter. Maintenant, dans votre question, il y avait pourquoi est-ce que les peuples européens n'ont pas été consultés. Non, les peuples européens ont été travaillés. Je pense au livre de Serge Halimi, L'opinion, ça se travaille, de toutes les guerres que j'ai pu connaître, que ce soit de Yougoslavie, d'Afghanistan, les différentes guerres de Yougoslavie, le Kosovo, la Syrie et l'Irak, la Libye. Vous avez été en poste dans plusieurs pays dans certains, mais ou alors comme observateur, ou quand j'étais étudiant, ou quand j'étais humanitaire, peu importe. On ne pose jamais les questions. On construit un récit qui éventuellement est déconstruit 20 ans après pour quelques spécialistes. Mais au moment où ça arrive, le récit est construit. Moi, je me souviens au moment de la guerre du conflit libyen. Je commençais à être conseiller de Jean-Luc Mélenchon. Il ne m'avait pas suivi sur le coup. Mais j'avais réagi sur des choses très techniques, parce qu'on parlait de bombardement des civils à Benghazi par des avions en réaction de combat. Oui. Mais les bombardements de civils à la mitrailleuse par avion ne se font pas avec les gens d'avion parce qu'ils vont trop vite. Donc c'est d'autres avions. C'est tout à fait possible, ça peut être des hélicoptères. Mais le journaliste disait quelque chose de faux. Alors ça se trouve, c'est parce qu'il était nul techniquement, mais et tout le monde reprenait ça en boucle, alors que ce n'est pas possible. De la même manière, Kadhafi avait recruté des mercenaires africains. On avait bien choisi, africains, noirs. Puis après, ils étaient où les colonnes de mercenaires africains? Ils ont disparu dans les vents du désert. Bon, eh ben on a toujours ça. Ceux qui alimentaient Daesh, Jinn et Al-Qaïda, l'islamique. Ou le Kosovo, il y avait un génocide, puis 15 ans après, c'est le tribunal international qui a parlé de guerre de basse intensité. Enfin bon, et ainsi de suite. Ce qui d'ailleurs permet de rappeler des incohérences. En ce moment, il y a au Karabakh un vrai nettoyage ethnique.
fait de main de maître. Hein. Quasiment tous les Arméniens ont quitté le Haut-Karabakh. Et là, maintenant, à la sortie du sommet de Grenade, M. Macron a dit qu'il n'était pas l'heure de parler de sanctions envers l'Azerbaïdjan. Bon, le deux poids deux mesures et le en même temps présidentiel. Voilà, donc on ne demande pas... si on demande un avis à quelqu'un, à un citoyen, il faudrait lui présenter les arguments. Ça serait comme un référendum, avec des gens qui disent bah, il faut aller en guerre en Libye, puis d'autres non, il ne faut pas, parce que. C'est pas ça qui est fait. Mon Dieu, vite, la civilisation, et on a cette habitude, nous ne sommes pas réalistes. On en avait parlé, la manière d'aborder la géopolitique en Occident n'est pas réaliste, elle est idéaliste. Alors qu'elle est réaliste en Chine, en Russie, dans le Moyen-Orient. Et une approche idéaliste implique qu'il y a un bien et un mal. Donc à chaque fois, vous devez faire une construction qui vous met dans une situation où vous devez emmener les populations en leur disant mais c'est à chaque fois la guerre contre Hitlerum. Toujours la guerre ultime pour le bien. Et donc vous ne pouvez pas demander l'avis de la population. Et puis je rappelle que d'ailleurs quand on demande l'avis de la population, les derniers référendums, je pense à celui de la Grèce en 2015 ou en 2005 en France sur l'Union européenne, en général on s'assied sur la décision populaire. Donc, je pense qu'il faudra attendre longtemps avant qu'on ait un référendum en Europe.